Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien voilà un début de journal bousculé, un générique, Monsieur Schumann, l'heure, et nous sommes là et nous allons détailler l'actualité ensemble d'une façon un peu plus calme, je l'espère. La politique, la diplomatie, c'est souvent une affaire d'équilibre et de contrepoids. Et j'ai l'impression qu'on le voit un petit peu aujourd'hui en ce qui concerne l'Europe. Conséquence de la crise financière mondiale, un vent assez frais souffle sur les relations franco-allemandes et un réchauffement se produit entre Paris et Londres, entre Londres et les 6 du marché commun. Premier point, le mark flotte, la solidarité monétaire des 6 n'est pas ce qu'elle pourrait être. M. Giscard d'Estaing en tire la conclusion. La France cesse de participer aux travaux de la Commission chargée d'unifier les monnaies européennes. Certains, en Allemagne fédérale, voilà une sorte de relance de la politique de la chaise vide pratiquée autrefois par la France. Le ministre français des Finances précise « Soyons logiques, on ne peut pas faire deux politiques à la fois. Tant que certaines monnaies changent sans cesse de cours, on peut difficilement essayer de leur trouver un facteur d'unification. » Sur ce point, réaction à Bruxelles recueillie par Francis Mercury. Oui, j'ai posé la question à M. Walter Scheel ce matin même, le ministre allemand des Affaires étrangères, pour savoir justement de combien serait la durée de la flottation du mark. Et voici le bref extrait de cette conversation. Est-ce que la décision de flotation du mark est une décision prise pour très longtemps, comme on le dit? Non, c'est pour un temps limité. De quelle durée approximative? Ah, je ne veux pas donner, je ne veux pas fournir les spéculants avec des avis, non. Non, mais est-ce que vous pensez que ça peut être très long ou limité? Limité. Donc à quelques semaines. J'ai dit déjà une fois, je ne suis pas fournisseur des avis pour des spéculateurs. Jean Lorzy, je ne sais pas si vous avez parfaitement entendu. Oui, vous avez entendu la réaction de M. Scheel. Parfaitement, bien. Oui. Vous n'avez pas le retour ici en studio. Vous voyez donc que c'est très important. L'Allemagne ne modifie absolument pas sa position. Et cela aura sûrement des conséquences ce soir. La réunion des ministres du marché commun agricole qui se tient à Ravenstein, au Palais des Congrès de Bruxelles, et qui va évidemment être très difficile étant donné cette fluctuation du mark. Mais là-dessus, je crois que vous aurez des précisions avec François-Henri Virieux. Oui, nous allons en parler, c'est le deuxième point. Notons auparavant que le gouvernement belge à Bruxelles a décidé la nuit dernière de maintenir la parité de sa monnaie, et ceci contrairement aux Allemands et aux Hollandais. Les Belges se sont alignés sur la position de la France et de l'Italie. Alors, deuxième point, vous le disiez, Francis Mercury, la France assouplit sa position sur certaines options et la rencontre des 6 avec l'Angleterre, aujourd'hui à Bruxelles, se place sous d'assez bons auspices. M. Schumann dit espérer des progrès substantiels. Qu'est-ce que vous avez ajouté là-dessus aux dernières nouvelles, Francis? Oui, M. Schumann a même parlé de dégel, voyez-vous. Mais je crois qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème des monnaies et par conséquent, l'Allemagne et la France, là, sont en divergence de vue. Et puis il y a le problème de la Grande-Bretagne. Alors, je crois qu'il faut les séparer. Il ne faut pas forcément voir une politique de balance entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne dans la diplomatie française. Mais il est un fait, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons avec l'Allemagne des difficultés au sein du marché commun, et pas seulement les Français, il y a également les Italiens et les autres membres des 6. Et puis, il y a avec la Grande-Bretagne une nette volonté d'aboutir assez rapidement. Vous savez qu'il y a en arrière-plan le sommet entre M. Hiss et M. Pompidou le 21 à Paris, et cela est très important. Et dès aujourd'hui, on a senti effectivement un très net dégel. La France a d'ailleurs fait une proposition qui est plus une manifestation d'intention. Elle a proposé de mettre entre parenthèses un des problèmes les plus difficiles au cours des derniers mois, celui du sucre. Vous savez que les Anglais ont des accords sucriers avec tous les pays du Commonwealth. Il se trouve que l'Europe des 6 a également des accords sucriers entre les 6 à cause des betteraviers, qui sont évidemment un des éléments dynamiques de la politique agricole et sucrière du marché commun. C'est à cheval sur l'agriculture et l'industrie. Et puis il y a également un accord général entre les membres producteurs de sucre qui ne sont pas européens et qui traitent avec l'Europe. C'est traité dans la fameuse convention de Yaoundé, c'est-à-dire avec les pays moins développés. Autrement dit, c'est tout un contexte qui était extrêmement difficile à résoudre. La France a proposé de le mettre entre parenthèses. C'est une concession auquel, je crois, les Anglais ont été sensibles. Et M. Ripon m'a dit il y a quelques instants, malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire développer l'image, nous l'aurons ce soir, il m'a dit il y a quelques instants, cela c'est effectivement ce qui améliore très nettement les relations entre la communauté, entre les 6 et la Grande-Bretagne, et M. Ripon avait l'air assez optimiste, je dois dire. Bon, eh bien, nous vous retrouvons à Télésoir pour le complément, pour savoir ce qui se sera passé cet après-midi, mais en ce qui nous concerne, avec François-Henri Virieux, nous allons ouvrir un peu plus complètement ce dossier des finances et de l'Europe verte, le dossier agricole est particulier, n'est-ce pas?
Oui, l'agriculture représente un cas effectivement très particulier dans le marché commun. En effet, les prix des produits agricoles sont les mêmes d'un bout à l'autre de la communauté des 6 pays, contrairement à ce qui se passe par exemple pour les voitures ou pour les réfrigérateurs. C'est une décision que les 6 ont prise pour faciliter leurs échanges commerciaux mutuels. Alors évidemment, comme aucun des 6 pays n'a la même monnaie, eh bien, ces prix agricoles communs ne peuvent être accrochés qu'à une chose, à l'or. Et les agriculteurs sont d'ailleurs, précisons-le, les seuls travailleurs de la communauté à bénéficier ainsi d'une garantie de leurs revenus indexée sur l'or. Et cette garantie a joué en août 1969 lorsque le franc a été dévalué puisque les prix agricoles français ont été relevés. Alors, pour faire toutes ces opérations de conversion extrêmement compliquées, les 6 ont adopté une sorte de demi-monnaie qui a la même valeur que le dollar, mais qui, bien sûr, parce que nous sommes en Europe, ne s'appelle pas le dollar, elle s'appelle l'unité de compte. Cette unité de compte n'est qu'une demi-monnaie, car elle ne remplit que la moitié des fonctions d'une vraie monnaie. Elle est un étalon, mais elle n'est pas un moyen de règlement des factures. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Eh bien, on va prendre l'exemple le plus simple, si j'ose dire. On va prendre l'exemple du blé. Le prix auquel les meuniers allemands achètent le blé français est un prix qui est bien fixé en or, 89 grammes d'or environ pour un sac de 100 kilos de blé. Mais le paiement, lui, continue à se faire en marque, parce que les 6 pays sont en effet restés à mi-chemin et ont gardé des monnaies nationales différentes. Et les marques du meunier doivent aujourd'hui, comme avant l'entrée en vigueur du marché commun, être transformées en francs avant d'aller dans la poche de l'agriculteur français. Et ça se complique quand les monnaies n'ont plus de parité. Alors évidemment. Alors malgré la crise actuelle, le franc, lui, conserve une parité fixe avec l'or. Ça veut dire que 89 grammes d'or, le prix d'un sac de 100 kilos de blé, continue de représenter 55 francs. Mais le marque, lui, flotte. Et les fameux 89 grammes d'or représentent aujourd'hui 37 marques, mais peut-être demain n'en représenteront-ils plus que 35. Et tout le système est ébranlé, parce que sans prix unique, il n'y a pas de marché unique. Et les ministres de l'Agriculture doivent se réunir d'urgence à Bruxelles pour étudier la façon de boucher au jour le jour la brèche qui est ouverte dans un mécanisme qui, pour rester efficace, doit rester automatique. Alors, comment s'y prendront-ils? Eh bien, le ministre français de l'Agriculture, Michel Cointat, qui présidera tout à l'heure les travaux du Conseil des 6, nous a énuméré cette nuit les solutions possibles, et vous allez voir que ça n'est pas facile. Oui, bien sûr, il y a un marché commun agricole, mais actuellement il y a une dégradation extrêmement regrettable, qui non seulement est regrettable pour le marché commun agricole, mais c'est une situation qui est préjudiciable à l'union monétaire, économique et monétaire, et également qui certainement ne va pas faciliter les conversations et les négociations avec les pays candidats au marché commun. Alors, on verra demain, je n'en sais rien. J'estime qu'à tout problème, il y a une solution. Par conséquent, il faudra en trouver une si vraiment on veut continuer le marché commun. Est-ce qu'on le veut? Moi, je le souhaite. Alors, qu'allons-nous décider demain? Je ne peux pas le dire, mais enfin, il y a plusieurs solutions qui sont envisageables. La solution la plus simple et la plus communautaire, c'est que si la flottaison dénote, par exemple, 4 ou 5% de réévaluation du Deutsche Mark de fait, ben ça voudrait dire qu'il faudrait abaisser les prix agricoles allemands de 4 ou 5%. J'ai pas l'impression que les agriculteurs vont accepter, au moins en Allemagne, les agriculteurs allemands vont accepter de gaieté de cœur, n'est-ce pas, une baisse de ces produits agricoles. Alors il y a d'autres solutions. Notre solution, par exemple, c'est que les Allemands pourraient donner une compensation à leurs agriculteurs. Mais là également, on ne voit pas très bien comment on va pouvoir calculer cette compensation. C'est ce qu'ils font déjà depuis la réévaluation du marque. C'est ce qu'ils font déjà depuis la réévaluation du marque, mais pour une période déterminée qui doit se terminer, je crois, l'année prochaine, je crois pour 3 ans. Mais il y a également d'autres solutions qui seraient une taxation à l'entrée de l'Allemagne des produits de marché commun qui seraient exportés vers l'Allemagne fédérale. Cette solution est inacceptable parce que alors là, elle est tout à fait contraire à la politique agricole commune. On viendrait complètement en arrière et elle créerait également pas mal de perturbations. Alors il y a également d'autres solutions qui peuvent être envisagées. Par exemple, des correctifs qui seraient mis communautairement alors à la frontière et qui seraient des correctifs qui seraient fixés chaque semaine en fonction de la flottaison, chaque semaine ou chaque jour ou chaque quinzaine, en fonction des cours qui se seraient établis au point de vue. Mais celle-là est également difficile à appliquer parce que s'il y a justement une flottaison différente entre le florin hollandais et le marque allemand,
comment va-t-on faire ces correctifs qui vont être d'un certain niveau entre la Hollande et l'Allemagne, d'un autre niveau entre la Hollande et la Belgique, d'un autre niveau entre l'Allemagne et la France, etc. C'est donc extrêmement compliqué. Il faudra demain avoir beaucoup d'imagination, faire preuve d'originalité, mais il est certain que j'espère qu'il y aura la volonté des ministres d'aboutir à une solution, disons, acceptable. Problème ardu, n'est-ce pas? Je crois que l'enregistrement du ministre dans sa voiture vers 23h15 à Paris hier soir ne fait que le souligner. Mais à propos de la santé du marque et celle du dollar, où en est-on sur les places internationales et à la Bourse de Paris? Michel Tardieu. Bien, les variations sont à peu près du même ordre qu'hier. On est autour de 4% de différence par rapport aux parités antérieures. En ce qui concerne la bourse, il faut noter que l'or est en solide hausse aujourd'hui à la Bourse de Paris. Et puis, hier soir, on cherchait un petit peu à qui profitait finalement cette crise monétaire, ou en tout cas les mesures prises pour l'endiguer. Et je crois que les marchés financiers donnent assez bien la réponse. Hier, le marché américain, Wall Street, a baissé de 4%, bien que l'Amérique ait fait l'économie d'une dévaluation. Les bourses allemandes ont toutes baissé. Bien sûr, les industriels allemands sont un petit peu ennuyés de voir les prix allemands augmenter. La bourse suisse a baissé aussi parce que la réévaluation ne fait pas plaisir aux industriels suisses. Le marché français est resté réservé. Le seul marché qui a monté franchement, c'est le marché anglais. Le marché anglais a monté très franchement parce que les Anglais, évidemment, considèrent qu'ils vont exporter beaucoup plus facilement maintenant que les Allemands sont handicapés. Et d'autre part, ils espèrent un abaissement du taux d'escompte en Angleterre pour stimuler l'économie britannique. Donc vous voyez, la réponse des marchés financiers est que finalement le plus grand bénéficiaire de la crise, ce serait l'Angleterre. À tout à l'heure pour les cotations, Michel. Une dépêche nous apprend que la France vient de rembourser une nouvelle part du prêt que lui avait consenti le Fonds monétaire international au mois de septembre 1969. 375 millions de dollars ont été remboursés le 10 mai 1971, en additionnant tous les remboursements successifs. Sur le prêt global qui était de 985 millions de dollars, la France ne doit plus que 234 millions de dollars. D'autre part, notons que le bureau politique du groupe UDR souhaite que le gouvernement organise le plus rapidement possible un débat à l'Assemblée nationale sur les problèmes monétaires. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du groupe, M. Gerbeau, ce matin. Et il a eu obtenu partiellement satisfaction, puisqu'on apprend que M. Giscard d'Estaing, de retour à Paris demain, répondra au Palais Bourbon à partir de 15h30 à des questions d'actualité sur la crise du système monétaire international et sur les mesures de sauvegarde du franc. Voilà donc l'essentiel pour l'ensemble de ce dossier financier, politique et aux implications économiques. Deuxième dossier qui est quotidien, le conflit Renault. Là, statu quo, toujours pas d'évolution. Une nouvelle réunion dite exploratoire est prévue cet après-midi à Boulogne-Billancourt. On fait le décompte des usines qui sont occupées ou non. Quant à la décision des assemblées locales, elle est en général de poursuivre le mouvement ce matin. Voici des photographies de la réunion qui s'est tenue à Boulogne-Billancourt ce matin. Elle s'y est tenue dans le calme. Des meetings semblables ont eu lieu dans la plupart des usines de la régie. La situation a été plus confuse dans certains établissements, ainsi à Cléon, où les usines ont été occupées par un petit groupe d'ouvriers pendant une partie de la nuit. Oui, à Cléon, après le meeting d'hier où CGT et CFDT ont appelé à l'occupation, une centaine de grévistes ont pénétré dans l'usine cette nuit. Ce matin, ils ont laissé entrer environ 1500 ouvriers qui ont travaillé. L'usine emploie au total 7000 personnes, mais la majorité sont en chômage technique. Et d'ailleurs, ce soir, Cléon s'arrêtera également, faute d'approvisionnement. Dans les autres usines, la situation est la même qu'hier. Le Mans et Billancourt sont toujours occupés. Flins et Sandouville tournent au ralenti. Plusieurs entreprises fournissant à la régie, des sous-traitants, pourraient à leur tour ressentir les conséquences des chômages techniques et des arrêts de travail à la régie Renault. Les affaires, l'industrie toujours, dans les Bouches-du-Rhône, bilan positif pour une opération portes ouvertes qui s'est tenue à la fin de la semaine dernière et qui était voulue par 32 entreprises des Bouches-du-Rhône. Première expérience de ce genre en France au niveau d'un département tout entier. Pendant 4 jours, des banques, des raffineries, des administrations du département des Bouches-du-Rhône ont ouvert leurs bureaux et leurs ateliers aux visiteurs. Une expérience tentée par le patronat marseillais pour informer le grand public. On a trop souvent constaté son ignorance de la marge des entreprises et de la fabrication des produits. Les curieux ont été satisfaits, même si quelques domaines restent encore secrets, domaines financiers surtout. Certaines portes se sont ouvertes pour la première fois. À 10 km de Marseille, par exemple, le centre administratif d'une grande banque française avec sa cave d'archives.
Combien est-ce qu'il y a de chèques ici, monsieur, s'il vous plaît? Madame, il rentre ici entre 10 et 12 millions de chèques par an. C'est la première fois que je viens dans une raffinerie, oui. Ça vous a intéressé? Ça m'a intéressé énormément, ça correspond bien à l'image que je m'en faisais. C'est assez énorme, quoi. Je voulais voir ici comment ça marchait pour comparer avec l'usine où je suis. Le but principal de cette opération Portes ouvertes, attirer les jeunes. Beaucoup sont venus curieux de connaître les possibilités que pourront leur offrir dans quelques années ces entreprises, conditions de travail, mais surtout conditions d'emploi. Est-ce que vous avez quelques questions à poser sur ce que vous venez de voir? Vous? Est-ce qu'il y a des possibilités d'emploi? Ça, je me doute bien que c'est une question fondamentale pour vous. Nos possibilités d'emploi, nous en avons. Nous avons environ une quinzaine d'embauches par an. Mais je dois vous dire que, sauf exception, ce sont des embauches d'une qualification relativement modeste. Vous avez eu beaucoup de visites de jeunes, surtout. Ils vous ont posé beaucoup de questions sur l'emploi. Est-ce que vous avez pu les satisfaire? Eh bien, nous désirions effectivement que ce soit surtout des jeunes qui viennent, qui s'intéressent à l'industrie, qui sachent que les entreprises de la région, celles qui existent et celles qui se créeront dans les années qui viennent, pourront leur offrir des emplois. Beaucoup de questions ont été posées et je pense qu'on aura répondu partout de façon satisfaisante. Autre expérience porte ouverte prévue, mais cette fois en Lorraine, dans quelques jours. Quelques nouvelles diverses en bref. Appel à la grève à partir du 18 par les officiers de la marine marchande française. On prévoit des retards à l'appareillage qui iront jusqu'à 72 heures. Et une manifestation de rapatriés hier à Libourne, quelques heures entre les manifestants et le service d'ordre à l'issue de cette réunion devant l'hôtel de ville. Protestation contre l'action de la police de la part d'un groupe de personnalités, parmi lesquelles M. Jean-Paul Sartre, après un incident dont un Algérien aurait été victime il y a 2 semaines à Ivry. Au Cap, succès apparent de la greffe du cœur effectuée hier par le professeur Barnard. C'est la 6e tentative du chirurgien, c'est la 170e dans le monde, mais on sait combien rares sont les malades qui survivent aux complications après ces opérations. Londres. Grave incendie à Londres. Les pompiers londoniens ont lutté toute la nuit contre cet incendie qui s'est déclaré pour des causes encore inconnues peu après minuit hier soir au Hills Hotel dans le quartier élégant de Kensington au sud-est de la capitale britannique. Les flammes, parties du rez-de-chaussée, trouvèrent un aliment de choix dans les boiseries vétustes et gagnèrent bientôt les 5 étages de l'hôtel, une construction de style Regency qui faisait en ce moment l'objet d'une modernisation. Il était de ce fait à moitié vide et n'hébergeait qu'une trentaine de touristes qui, pris de panique, tentèrent de s'échapper dans les escaliers en flammes. 8 personnes ont péri, 7 autres sont portées manquantes, mais l'on pense qu'elles ont pu s'échapper. On ignore pour l'instant l'identité et la nationalité des victimes. Télégramme de l'étranger, du RSS, le procès de 9 juifs soviétiques accusés d'activité antisoviétique s'est ouvert ce matin à Leningrad. Et par ailleurs, mais là la nouvelle n'est pas confirmée, on annonce 2 autres procès au cours desquels 13 autres citoyens d'origine juive impliqués dans le même genre d'affaires seraient jugés. Ils auraient lieu le 19 mai et le 23 mai, et le dernier de ces procès à Riga. Nous amenons maintenant au sport avec une affaire dont on a beaucoup parlé ces dernières 36 heures, l'affaire Carnus-Bosquier. Entre Saint-Étienne et Marseille, on pourrait dire que c'est un petit peu la guerre. Je ne sais pas si M. Marcel Leclerc, qui est à nos côtés, va me confirmer ce point de vue, c'est peut-être un peu sec. Enfin, on va voir l'ensemble du dossier. Vous savez que M. Rocher, président de l'AS Saint-Étienne, a fait samedi un rapprochement entre la mauvaise performance de son équipe face à Bordeaux et l'annonce de l'engagement de 2 des meilleurs joueurs de l'AS Saint-Étienne, Carnus et Bosquier, par M. Leclerc, président de l'Olympique de Marseille, pour la saison prochaine. Ce matin, dirigeants et joueurs groupés au sein de la commission paritaire se réunissent au siège de la 3F, boulevard de Courcelles, et je vous propose d'abord d'écouter ce qu'a dit le président de Saint-Étienne à Michel Drucker là-bas. Oui, Jean Lanzy, nous sommes même en direct puisque la commission paritaire va terminer ses travaux dans quelques instants. Monsieur Rocher est à mes côtés. Que s'est-il passé ce matin, président? Tout d'abord, cette réunion de la commission paritaire avait un ordre du jour très précis, à savoir l'examen du contrat Adam, c'est-à-dire dans sa politique, dans son application et dans toutes les répercussions, à savoir qu'il était nécessaire de faire le point. Et voilà la chose très précise de l'ordre du jour de la réunion de la commission paritaire. Et bien sûr, l'affaire Carnus-Bosquier. Et comme vous le pensez, c'était inévitable, car certains points étaient quand même liés à ce contrat. On en a parlé. J'ai tenu d'ailleurs qu'on en parle uniquement à la fin de la réunion, car je ne voulais pas qu'on évoque ce problème qui n'était pas à l'ordre du jour, mais je tenais personnellement, évidemment, puisque les membres, surtout les membres du syndicat des joueurs, tenaient que j'évoque d'une façon précise ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait.
Bien, hier, vous avez donc accusé les dirigeants de l'Olympique de Marseille d'avoir triché et d'avoir contacté prématurément Carnus et Bosquier. Est-ce que vous maintenez ces accusations? Ah, je les maintiens, car je pense que Marseille n'avait pas besoin, étant donné que j'admets que Carnus est Bosquier et que tout autre joueur en fin de contrat, s'il n'est pas d'accord avec son club, peut changer de club. Je l'admets, il n'y a pas de problème. Mais qu'à partir du moment où on a cherché à faire signer un joueur dont le club dispute avec nous-mêmes ce titre qui reste 8 matchs à jouer, et que ce joueur qui est un joueur de grand talent et qui s'appelle Georges Carnus, qui est gardien de but à l'équipe de Saint-Étienne, joueur international, et qu'on lui a fait signer ce contrat et qu'on lui a donné toute la publicité qui a provoqué à Saint-Étienne ce que vous savez, et ainsi qu'avec Bernard Bosquier, et qui a provoqué incontestablement un malaise, qui a provoqué un doute, qui a provoqué beaucoup de choses, et qui fait qu'on a démoli quand même beaucoup de choses. Bien, Monsieur Leclerc conteste justement ce point. Monsieur Leclerc, vous êtes en direct, vous avez entendu le président, qu'en pensez-vous? Je ne peux pas être, bien évidemment, de l'avis de mon collègue et j'espère néanmoins ami, le président Rocher de Saint-Étienne. Lorsqu'il dit que nous avons triché, je suis obligé évidemment de protester, car notre bonne foi est entière et notre conscience est parfaitement tranquille. Ce qui se passe, la vérité est la suivante, c'est que, avec le contrat à temps, les joueurs donc se trouvent libres à un moment déterminé. Ils ont en général charge de famille. Et il faut bien évidemment qu'ils se préoccupent tout de même, quelque temps à l'avance, du club où ils vont jouer la saison prochaine, de la ville où ils vont vivre. Et il est certain que notre championnat, reprenant assez tôt, c'est-à-dire le 11 août très exactement, la préparation d'un championnat durant environ un mois, ça veut dire que dès le 10 juillet, ils devront être à pied d'œuvre dans la ville où ils vont jouer l'année prochaine. Alors, il faut bien comprendre que dans les 6 mois, grosso modo, qui précèdent leur déménagement, l'installation, évidemment, et l'inscription de leurs gosses, évidemment, dans les écoles, il est de toute logique que ces joueurs, en définitive, s'occupent de leur avenir. Ce n'est pas, comme le disait le président Sadoul, le 1er juillet à 1h15 du matin, qui vont se soucier de savoir où ils vont vivre, où ils vont jouer, où ils vont gagner leur vie, car ce sont des professionnels. 10 jours après... Je vais me permettre de vous couper une seconde, monsieur Leclerc. Je vous en prie. Puis je vous poser une question qui me paraît très, très importante et que monsieur Rocher a d'ailleurs vous poser. Est-ce normal et surtout, est-ce que Bosquier et Carnus ont-ils signé, oui ou non, un pré-contrat chez vous? Et si oui, trouvez-vous que cela est légal? Eh bien, écoutez, je répéterai inlassablement ce que j'expose dans une mise au point dans le journal But ce matin, qu'il faut lire en la circonstance et qui est très précis. Les accords verbaux ou écrits, définitifs ou provisoires, en définitive. Alors, non, je ne veux pas laisser passer. Monsieur Leclerc, je vous coupe une seconde fois car monsieur Rocher... Mon contradicteur, évidemment, veut parler. Monsieur Rocher veut intervenir et c'est l'agrément du direct, d'ailleurs. Je vous en prie. Exactement, il faut que monsieur Leclerc cesse de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Il m'a dit vendredi dernier que Georges Carnus a signé un contrat à l'Olympique de Marseille avec une dédite. C'est pas personne d'autre que lui-même me l'a dit. Carnus me l'a dit, car j'étais en contact avec Carnus sur le renouvellement de son contrat. Écoutez, je pense, on a fait suffisamment le point. J'ai dit que j'ai horreur de ces choses-là et je laisse le soin à la fédération et en particulier au groupement de trancher car c'est des problèmes de l'instance supérieure du football et c'est tout. Et non, je m'excuse. Vous terminez donc en maintenant que... à mon tour intervenir oui, j'en entends qu'une cloche. Écoutez, mais est-ce que finalement c'est un point de droit? Un dirigeant de club a-t-il, à cette époque-ci de la saison, le droit d'engager un joueur pour dans 1 mois et demi? Point de droit, oui ou non? Eh bien, écoutez, je laisse le soin, moi, à la commission paritaire, d'une part, qui a étudié le problème et qui va le soumettre, d'autre part, à un conseil d'administration du groupement et éventuellement à la fédération également. Et puis, je pense également les tribunaux. En tout cas, une chose est en tout cas, monsieur Leclerc, une chose est en tout cas certaine, c'est que la date des premiers transferts est le 1er juillet, ça c'est sûr. Non, mais je poserai la question également à M. Marcel Leclerc. Si j'avais fait la même chose à Marseille avec Skoblar et Magnusson dans les mêmes conditions, je voudrais connaître sa réaction. Vous l'avez fait avec Zamardzic, en tout cas. Zamardzic, il était en Yougoslavie, il n'était pas en France. Enfin, si je peux placer un mot en la circonstance, je dirais qu'il ne faudrait pas inverser les rôles. Et il ne faudrait quand même pas que M. Rocher, pour lequel j'ai en définitive beaucoup d'estime pour ce qu'il a fait à Saint-Étienne, parce que justement il n'a pas réussi à conserver Carnus et Bosquier à Saint-Étienne, me renvoie évidemment cette faute
Et qu'en définitive, son raisonnement est bien simple. Il dit voilà, si nous perdons le championnat, c'est la faute à Leclerc, c'est la faute à Marseille. Ah, et puis si on gagne, alors évidemment, on aura eu bien du mérite. Et il ne faudrait tout de même pas inverser les rôles, cher monsieur Rocher. Et ceci dit, il y a au moins un point sur lequel je suis d'accord avec le président de Saint-Étienne. Il appartient, et il appartiendra aux autorités du football, c'est-à-dire au groupement et à la fédération, lorsque le moment sera venu, c'est-à-dire le 1er juillet, et c'est à ce moment évidemment que les choses deviennent officielles, de voir donc ce qui doit être fait et d'entériner ou pas la qualification des 2 joueurs et leur licence à Marseille. D'ici là, vous savez, les autorités du football n'ont, je crois, pas grand-chose évidemment à voir dans ce problème. Bien, écoutez, la commission paritaire va publier tout à l'heure un communiqué que nous aurons bien sûr pour Télésoir. Le mot de la fin au président Rocher. Bon, écoutez, le mot de la fin, ce serait beaucoup trop long car il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de fin et il y a une continuité et je laisse le soin au groupement et à la fédération de prendre une décision. Bon, alors le mot de la fin, c'est la 3F qui va le donner. Monsieur Rocher. C'est la 3F qui le donnera, nous l'écouterons à Télésoir, mais ici, Jean-Michel Lelieu a écouté l'ensemble, hors de toute passion, il va essayer de faire la synthèse. On reste donc sur les positions pour l'instant. Hein. Oui, Michel, mais je voudrais surtout, parce que je crois, Président, que vous venez de dire il y a quelques instants, monsieur Rocher n'a pas réussi à garder Bosquier et Carnus. Donc c'est reconnaître implicitement qu'ils joueront l'année prochaine dans les rangs de l'OM. Eh bien, si vous voulez, disons que le processus, logique évidemment, depuis 2 ans, qu'a été instauré le contrat à temps, et pour ces joueurs-là de se préoccuper évidemment de ce qu'ils feront à la fin juin 71. Et progressivement, ils ont pris eux-mêmes contact avec tous les clubs qui leur semblaient intéressants pour eux, à Paris, par exemple, où Bosquier est venu 3 fois pour discuter enfin de ses problèmes, et avec bien évidemment d'autres clubs. Et en définitive, que se passe-t-il au moment où les chances approchent? Les choses se resserrent, en définitive, pour qu'une décision formelle soit prise le 1er juillet. Alors disons qu'aujourd'hui, il semble bien que Carnier et Boscus est très... Carnier, j'arriverai. Carnus et Bosquier, il s'agit bien d'eux, et très envie de venir à Marseille, bien que la proposition financière soit assez en dessous de certaines autres qui étaient faites, parce que sans doute, étant natifs de la région, ils aiment bien le climat, puis ils aiment bien le climat moral peut-être de l'Olympique de Marseille, et en définitive, les choses s'avanceront comme ça jusqu'au 1er juillet où elles seront matérialisées. Alors, si je devais en définitive dire, est-ce que Carnus et Bosquier viendront certainement et définitivement à Marseille? Non. Les accords que nous avons passés entre nous font que, eh bien, ils connaissent nos conditions, ils semblent les accepter, mais s'ils en avaient de meilleures d'ici le 1er juillet, eh bien, évidemment, ils n'auraient qu'à souscrire à ces meilleures conditions. C'est très simple et c'est pas compliqué du tout. Monsieur Leclerc, monsieur Rocher voudra ajouter un mot. Un petit mot. Non, vous me faites de la peine, Marcel Leclerc, parce que vous me faites beaucoup de peine, parce que vous essayez de noyer le poisson, et les Marseillais ont toujours les contrats sont signés, et vous voulez essayer de faire croire à l'opinion publique qu'il n'y a que des accords verbaux, c'est faux, et c'est là le drame, et c'est votre plan, il est machiavélique, et un point c'est tout. Écoutez, messieurs, là, je crois que nous partons sur d'autres ondes, et merci d'avoir répondu à notre demande. D'ailleurs, monsieur Marcel Leclerc est un homme très pris, puisque maintenant, il va à France Inter, il a rendez-vous avec nos confrères. Nous pouvons remercier les 2 présidents d'avoir bien voulu se prêter à ce petit jeu en direct. Oui, bien sûr. À vous les studios. Et peut-être prennent-ils rendez-vous à la maison de l'ORTF, à 2 pas d'ici, de l'autre côté de la scène. C'est le nouveau feuilleton à rebondissement quotidien de la télévision et radio française. Merci d'avoir écrit quelques pages pour nous, monsieur Leclerc. Nous continuons avec les sports, avec le calendrier sportif de la semaine, que nous n'avons pas pu diffuser hier dans Hebdo Midi Sport, et que Patrick Chapuis a compilé pour nous. Que se passe-t-il cette semaine? La paix, le Tour d'Espagne et la Route de France. Mercredi, Marie-Claude Beaumont est au départ du rallye automobile Paris-Saint-Raphaël, qui est réservé aux pilotes femmes. Mercredi encore, match Islande-France de football amateur à Reykjavik. C'est un match de qualification pour les Jeux Olympiques. Mercredi toujours, match à l'aviron sur la Seine à Paris, entre les 2 grandes écoles, HSC et Subdeco. Jeudi, rien de très notable à remarquer, mais vendredi, l'actualité sportive redevient assez dense, avec le championnat de France de golf professionnel à Sarthe, près de Lille, et les championnats d'Europe de gymnastique à Madrid. Également, en tennis, la rencontre France-Finlande de Coupe Davis à Roland-Garros. Samedi, à Montlhéry, un bon programme motocycliste avec les coupes Eugène Mauve. En boxe, samedi soir à Nice, Robert Gallois rencontre Schmitt, et c'est également le début de la tournée en Europe de Joe Frazier, champion du monde des poids lourds, et aussi, vous le voyez, chanteur vedette de l'orchestre des Knockouts. Des sports équestres enfin, avec le concours hippique de Barcelone, et puis tout le programme du week-end avec à Bordeaux, évidemment, la finale du championnat de France de rugby, Béziers contre Toulon, les 2 meilleurs packs de France face à face.
Nous y serons. Et au calendrier de Télémidi, exceptionnellement un mardi, Hebdomidi Jeune, avec Jean-Michel Desjeunes. Effectivement, c'était un petit peu exceptionnel ce rendez-vous du mardi. À partir de la semaine prochaine, nous retrouverons notre rendez-vous du jeudi. Je vous propose tout de suite les télégrammes d'Hebdo Jeune. Je pense qu'on ne va pas tarder d'ailleurs à voir les premières photos. Je pense que le premier sujet d'ailleurs qui concerne l'actualité des jeunes, ce sont ces cours d'appel pour lycéens qui sont mis en place en ce moment dans chaque académie. Les élèves ou les parents pourront se pourvoir devant ces commissions académiques consultatives s'ils ne sont pas satisfaits de la décision d'un conseil de discipline, mais inversement, les inspecteurs d'académie pourront remettre en question une sanction qui, à leur avis, n'a pas été sévère. Réaction, la FEN, la Fédération de l'éducation nationale, n'est pas d'accord. Elle considère ces cours d'appel comme purement répressifs. Peut-être du nouveau le mois prochain en ce qui concerne les examens universitaires. M. Olivier Guichard doit en effet en juin présenter au Parlement la loi complémentaire sur l'enseignement supérieur. Le contrôle des connaissances pourrait être assoupli. Selon le ministre de l'Éducation nationale, il s'agirait d'un système moins rigoureux et plus nuancé. Les écoles par correspondance, désormais, seront plus sévèrement contrôlées. L'Assemblée nationale vient d'adopter une nouvelle loi à ce sujet. À l'avenir, ces établissements seront suivis de beaucoup plus près, avec beaucoup plus d'attention par les inspecteurs de l'Éducation nationale. La publicité abusive sera supprimée et les professeurs devront fournir des diplômes et des références. Cela concerne quand même 500 000 élèves français. Une nouvelle étape dans la coopération entre la France et l'Allemagne dans le domaine de la jeunesse. Un baccalauréat commun va être créé pour les lycées franco-allemands. Par ailleurs, M. Guichard souhaiterait que le français soit, dans certains cas, enseigné en Allemagne comme première langue vivante avant l'anglais. Êtes-vous né le 25 juin 1946 ? Si c'est le cas, vous avez peut-être une chance d'aller fêter gratuitement votre anniversaire à New York. C'est Air France qui veut ainsi célébrer le 25e anniversaire de la première liaison Paris-New York en DC-4. Il vous faut écrire à Air France, Relations extérieures, 1 Square Max Immense, H-Y-M-A-N-S, dans le 15e. Le tirage au sort des 25 voyageurs aura lieu au cours de Télédimanche le 6 juin. En revanche, si vous avez moins de 18 ans, il vous faudra à l'avenir, il sera plus difficile en tout cas à l'avenir, de tricher pour voir les films qui vous sont interdits. Le ministre des Affaires culturelles, M. Duhamel, vient de demander un contrôle beaucoup plus strict à l'entrée des cinémas. Il ne vous reste plus guère que la solution de la fausse moustache. Un sondage effectué auprès des jeunes Britanniques de 16 et 17 ans, 90% des garçons et 86% des filles considèrent comme normales les relations sexuelles avant le mariage. Il y a 7 ans, 44% des demoiselles partageaient cette opinion. Service militaire, les jeunes gens nés entre le 11 septembre et le 11 novembre 1950 seront appelés le mois prochain. À ce propos, les députés décideront aujourd'hui si la majorité doit être donnée aux moins de 21 ans ayant accompli justement ce service national. On en parlait depuis longtemps, c'est maintenant décidé. Robert Hossein va prendre en charge la Maison de la Culture de Reims, une des plus belles de France. Il disposera d'un budget d'1 million de francs par an. Basket, après Villeurbanne qui a été champion de France 11 fois en 22 ans, c'est l'équipe des juniors de l'Asvel qui vient de remporter la Coupe nationale. Reportage sur l'école de basket de Villeurbanne la semaine prochaine avec Dominique Laurie au cours d'Hebdo Jeune. La guitare électrique n'est pas un appareil électrique comme les autres, il est peut-être un peu plus dangereux, toutefois, encore faut-il être aussi prudent en la manipulant qu'en utilisant tout simplement un appareil électroménager. Il y a quelques jours à Paris, un jeune musicien est mort, électrocuté, en réglant son amplificateur. Sylvie Vartan vient de sortir un 45 tours, elle a quitté Paris vendredi dernier, un voyage de 2 mois qui va la conduire au Japon et ensuite à Los Angeles. Son mari lui aussi sort un disque, un 33 tours enregistré en Angleterre avec les chœurs qui accompagnent d'ordinaire Joe Cocker. Les paroles sont de notre confrère Philippe Labro. En tout cas, Johnny Hallyday a abandonné son idée d'un spectacle consacré à la pollution pour la rentrée prochaine. Finalement, dit-il, je n'ai pas besoin de gadgets. Je vous propose aujourd'hui de parler d'une profession, plutôt de plusieurs professions bien mal connues et pourtant, vous allez le voir, assez passionnantes. Certains d'entre vous sont peut-être tentés par les carrières de la comédie ou du cinéma. Avez-vous pensé au doublage cinéma, un métier difficile, parfois technique, beaucoup de patience, beaucoup d'humilité aussi quelquefois. Et pourtant, vous allez le voir, ceux qui le pratiquent ont plutôt le sourire et semblent plutôt heureux de leur sort. Regardez-les. Ça, c'est un aperçu. Est-ce qu'il y a des concurrents en la matière? En perroquet, il n'y en a pas beaucoup.
On vous tracassez pas. Vous trouverez une personne âgée qui vous préparera 3 repas par jour pour $1. On peut y arriver si on se contente de haricots. Pauvre Horace, vous vous voyez ici passant le restant de vos jours à regarder au trou de la serrure de peur qu'on vous roule. Je crois que je vais reprendre un peu de betterave. Reprenez des betteraves, elles sont délicieuses. Oh, j'aurais juré. Vous voyez, vous êtes invivable. On reprend? Oui, on refait. Je vais vous faire un aveu, Horace. J'ai décidé de me distraire dans la vie. Ne me tracassez pas. Vous trouverez une personne âgée qui vous préparera 3 repas par jour pour $1. On peut y arriver si on se contente de haricots. Avant-guerre, le doublage était avant tout le respect absolu du synchronisme. Il fallait que le texte anglais, français, corresponde syllabe par syllabe au texte anglais. À chaque endroit, il y avait une fermeture de bouche en anglais, il fallait mettre une fermeture de bouche en français. C'était au détriment du texte. Au détriment de la qualité du texte. Et on s'est rendu compte assez vite que, en définitive, le synchronisme est quelque chose de purement subjectif. Quand le texte est très bon, quand il est dans le bon rythme de la phrase, on arrive à prendre avec ce synchronisme absolu beaucoup de licences que personne ne voit. Et on arrive à faire maintenant des textes qui sont ou presque aussi bons en français qu'en anglais. Horacio, le doublage de cinéma, c'est une discipline que vous connaissez bien. Oui. Ça fait combien de temps que vous le pratiquez? Au moins autant que ça. Ça fait très longtemps. Disons que ça fait une trentaine d'années à peu près. Pas tout à fait, mais presque. Quelles sont les grandes vedettes que vous avez doublées? Il y en a pas mal. Marlène Dietrich en premier, bien sûr. Que vous avez suivi pendant toute sa carrière, pratiquement? Presque toujours, oui. Est-ce qu'on s'identifie finalement au bout d'un moment un peu à la vedette qu'on double? C'est du mimétisme. Ça existe, ça? Oui, forcément. Est-ce qu'on n'a pas un peu d'amertume, quelquefois, de construire une carrière sur celle des autres, un peu? Pas du tout. C'est une école. C'est une école d'humilité et de comédie également, car j'ai appris beaucoup de choses. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, j'ai bien vu un rominet. C'était bien un rominet. Jacques Dinam, vous êtes la voix française de Jerry Lewis depuis combien de temps? Une vingtaine d'années. Ça s'est passé comment? C'était un brave monsieur qui est mort maintenant, qui a voulu absolument me mettre une pince à linge sur le nez pour avoir la voix de Jerry Lewis. Alors c'est ce que j'ai fait pendant tout le film. Je sais pas si ça avait un intérêt, enfin ça me... À cette là, je parlais comme ça, mais remarquez, on peut aussi bien parler... Maintenant, vous avez plus besoin de passer... Ah non, ça fait 19 ans que je n'en mets plus, monsieur. Et à la vôtre, vous buvez un coup, oui. Voilà, enfin, on parle un petit peu comme ça, c'est tout. On est doué pour ça, ou on n'est pas doué pour ça, et je crois... Enfin, je sais pas, je pourrais pas le dire parce que je connais très peu, mais je crois qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais y arriver. Vous avez doublé qui, par exemple? J'ai doublé Shirley MacLaine, j'ai doublé, je sais pas mal de comédiennes. Vous êtes senti un petit peu Shirley MacLaine pendant quelques jours? Ah oui, ouais. On est obligé de vivre avec les personnages qu'on double comme les personnages. C'est de la comédie au second degré, finalement. Il faut jouer la comédie et jouer aussi la comédie de celui qui la joue. Ah oui, c'est même au 4e degré. Dans notre métier, il y a plusieurs disciplines. Il y a le théâtre, la télévision, la radio, et également la synchronisation. Mais je trouve que la synchronisation, pour le comédien, a une part effectivement plus technique qu'artistique. Vous êtes beaucoup plus prisonnier de ce qui a été fait auparavant. Mais oui, c'est-à-dire que l'œuvre d'art a été faite, le film est terminé, l'acteur a joué, il a interprété son rôle, et nous devons transcrire. Lorsque vous doublez Richard Burton, puisque c'est l'un des principaux personnages que vous doublez, vous vous sentez un peu prisonnier du jeu de Burton? Prisonnier, c'est-à-dire que Burton est un acteur tellement extraordinaire, tellement merveilleux, que l'on ne peut qu'essayer de s'adapter à son jeu, d'être fidèle à ce qu'il fait. Un film, par exemple, combien de temps passez-vous dessus? C'est très variable. Entre le moment où le film nous est donné et le moment où nous le rendons en français, 6 semaines à peu près, quelquefois plus. Allez, entrez, il y a de la place à l'intérieur. Poussez, poussez, ne restez pas sur la plateforme. D'habitude, je travaille sur la ligne Times Square, Grand Central. Allez, 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 allez. Je suis pas gentil, hein. La première opération s'appelle la détection. La détection consiste à repérer la longueur exacte de chaque phrase, de chaque mot de la langue originale, l'anglais dans le cas de Patton. Il y a une machine spéciale qui déroule à la fois l'image anglaise donc, avec le son anglais, et une petite bande de pellicule dépolie sur lequel chaque mot doit être exactement repéré à la longueur même où l'acteur l'a prononcé. Et cela se fait à la main? Ça se fait à la main, au crayon, comme un devoir d'écolier, et c'est très long. Ça dure combien de temps, par exemple, pour une séquence de 10 minutes?
Ça peut prendre 1 heure et demie pour une séquence de 10 minutes. Ça peut même prendre plus. Pour un film d'1 heure et demie, en général, la détection prend près d'1 semaine de travail. Le dialogue se fait sur la même machine. Le dialoguiste suit sur l'écran l'action même du film et a donc son texte anglais repéré à la longueur. Il doit en principe faire coïncider le texte français avec le texte anglais en tenant compte des ouvertures et des fermetures de bouche. J'imaginais pas le travail de dialoguiste aussi technique. Qu'est-ce que vous faites là? Ben là, j'essaie de trouver une phrase française qui corresponde à ce qu'il a dit à peu près en anglais et qui sorte de la bouche. C'est-à-dire après la détection qu'on a vue tout à l'heure, vous essayez de trouver des mots qui ont la même longueur, j'ai une bande c'est ça? qui est détectée, c'est-à-dire que j'ai la place exacte de chaque mot. Ouais. Et je travaille dans l'image, alors je regarde l'image, je regarde ce qu'il pourrait dire, qui voudrait dire la même chose, et il faut que ça sorte de sa bouche. Il faut être fidèle malgré tout à l'auteur quand même. Il faut être fidèle à l'auteur, oui, il faut être fidèle au sens. Mais les mots peuvent ne pas être les mêmes. Ils peuvent pas être les mêmes de toute façon, parce qu'aucun mot français n'est synchrone avec un mot américain ou un mot allemand. Mais il faut avec d'autres mots donner exactement le même sens, et puis surtout que ça sorte. 4e phase, il s'agit de la calligraphie. En effet, cette bande qui a été d'abord écrite et ensuite corrigée, il va falloir l'écrire sur une pellicule transparente afin qu'elle défile au-dessous de l'écran pendant le doublage. Avec le texte dessus. Avec écrit le texte à la main dessus. encore une fois. Écrit à la main encore une fois. Et tout est écrit, tout est indiqué, même les hésitations ou les A, les E. Oui, les hésitations, les respirations sont indiquées, mais la plupart des comédiens se servent de cette bande comme d'un guide, beaucoup plus que... on ne lit pas la bande, on regarde à la fois l'image et on joue très vite par cœur le texte en se repérant malgré tout sur cette bande. Tout de suite après la calligraphie, encore une opération. Oui, c'est le bouclage. On découpe le film en 200 ou 300 morceaux. Chacun de ces morceaux passera en une boucle, c'est-à-dire le début est raccordé avec la fin. Et de cette façon, l'acteur pourra reprendre son interprétation autant de fois que nécessaire, aussi bien pour le synchronisme que pour la qualité du jeu. Bien, tout est en place, il n'y a plus qu'à enregistrer. Il n'y a plus, et c'est peut-être le plus important. Ah, c'est le plus important, c'est le plus difficile, c'est là où le comédien prend toute son importance, car maintenant, le doublage est devenu un métier comme un autre, aussi important que le théâtre et même le cinéma, et en tout cas aussi difficile. Et on pourrait penser que c'est terminé, mais non. Après, après l'enregistrement, il y a encore de longs Après travaux. l'enregistrement, on remonte évidemment bien sûr la bande magnétique, en respectant le synchronisme qui a été fait par l'acteur sur le plateau. Mais ce synchronisme n'est pas toujours parfait. Il y a souvent des petits décalages dans un sens ou dans un autre. Un acteur a joué sa phrase un tout petit peu en avance ou un tout petit peu en retard. Et un monteur vient après et reprend phrase par phrase le montage de toute la parole. Et Là fait un encore, synchronisme presque parfait. Pour un comédien, ce n'est pas un art mineur malgré tout, par rapport au cinéma ou Pas au du théâtre. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je remercie le doublage beaucoup parce que j'ai appris plein de choses et j'ai appris pour mon métier, pour moi en tant que comédienne. Non, ce n'est pas un art mineur, pas du tout. C'est un grand travail technique, mais il y a une part d'art, forcément, mais ce n'est pas une création. Voilà la différence qu'il y a. De temps en temps, vous n'aviez pas un peu d'amertume, finalement, de parler pour les autres, Non, pas du tout. de donner votre talent à un autre, parce que c'est un peu ça le doublage. Non, pas du tout. Ça fait partie de mon métier. Oui. Parce qu'il ne faut surtout pas dire des comédiens de doublage, ça n'existe pas. Il y a des comédiens tout court. Michel Tardieu, où en est-on à la Bourse de Paris? À un quart d'heure de la clôture. Michel? Eh bien, le marché est irrégulier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être le volume de transactions est-il plus important que les jours précédents, et ce n'est pas un mal, puisque les statistiques révèlent que le mois dernier, pendant le mois d'avril, les transactions ont baissé de 15%, et que depuis le début de l'année, elles ont baissé de près de 20% par rapport aux 4 premiers mois de l'année précédente. La seule vedette véritable, c'est l'or. Vous voyez qu'on est en hausse aussi bien sur le kilo que sur les pièces. On est à 7130 pour le lingot contre 7095 la veille. Et la hausse est d'autant plus sensible que ce matin, à Londres, les cours n'avaient pas beaucoup bougé. Hier après-midi, il y avait une reprise très nette des cours de l'or sur le marché de Londres, mais ce matin, on a répété simplement les cours d'hier. Le Pinet, que vous allez voir apparaître bientôt, est lui aussi en hausse, et c'est normal bien sûr, puisqu'il est indexé sur le Napoléon, à 173,70 maintenant, contre 171,20 hier. C'est une hausse très très sensible du Pinet.
Et c'est probablement même le Pinay qui est la vedette des valeurs aujourd'hui. Un petit tour pour voir si la Française d'entreprise est cotée. Vous savez que la Française d'entreprise a des soucis en ce moment. Hier, on n'avait pas réussi à coter cette valeur en raison de l'afflux des offres de vente. Et je crois, non, on n'est pas coté. Vous voyez, la Française d'entreprise n'a pas pu être cotée non plus aujourd'hui. Le conseil de cette société s'est réuni. J'ai reçu un communiqué ce matin et il semble qu'il y aura un coup d'accordéon sur le capital de cette société. On réduira le capital de moitié et puis on fera ensuite une augmentation de capital. L'Assemblée est convoquée pour le 30 juin et je crois que l'augmentation de capital est garantie par le Suez. Les pertes pour l'exercice de l'an dernier seraient de l'ordre de 52 millions de francs et non pas simplement de 40 millions comme on l'avait dit d'abord. Vous voyez que Roussel gagne 17 francs, une autre vedette de la séance. Ça fait une hausse sensible, un peu moins grande que celle du Pinay, mais c'est encore une belle hausse sur Roussel. Aux banques, eh bien, on reste relativement faible par rapport au reste de la bourse. Déjà hier, le compartiment bancaire était celui où il y avait le plus de baisse. Eh bien, aujourd'hui encore, les banques sont plutôt plus faibles que le reste de la cote. La CGE se porte bien à 425 contre 422. Bayer se reprend, 216,40. D'ailleurs, aujourd'hui, vous le verrez tout à l'heure, si nous avons le temps, les Allemandes se sont nettement redressées par rapport à hier ou à la suite de la mise en flottement du mark. Elles avaient baissé très sensiblement. Les valeurs d'exportation continuent d'être privilégiées. Vous voyez, Rhône-Poulenc et l'Air Liquide augmentent sensiblement. À l'automobile aussi, Citroën aussi continue de surprendre, bien que Citroën, vous le savez, a annoncé des mauvais résultats pour l'an dernier, et une perte assez sensible. Eh bien, on espère que le flottement du mark permettra aux sociétés automobiles de vendre plus à l'étranger. Hachette se porte bien aussi. Peugeot, même chose que pour Citroën, toujours le mark. Vous voyez que finalement, il y a quand même un certain nombre de hausses sensibles. Le marché, comme on dit, sélectif. Et quand le marché est sélectif, c'est plutôt bon signe. Cela signifie que les gens qui achètent ont réfléchi avant d'acheter et qu'ils ont bien choisi leur titre. Espérons que cette bonne ambiance aujourd'hui, parce que finalement, au fur et à mesure que je vois les cours, il me semble que la séance est meilleure que je ne le croyais à première vue, eh bien espérons que cette bonne ambiance persistera. Ici la Bourse de Paris, à vous Jean Lanzy. 13h47, pour ceux qui ont l'habitude de suivre Télémini jusqu'à la fin, attention, ils ont 12 minutes de retard, habituellement nous arrêtons à 35, il est 47 maintenant. Merci de votre attention.